Il y a eu un moment au début du XXe siècle où l'empire le plus puissant de la planète a observé sa marine, ses routes commerciales, sa puissance industrielle et sa carte mondiale de colonies et a pris conscience d'une réalité profondément dérangeante. Le charbon avait bâti l'empire britannique, mais le charbon risquait de ne pas suffire à le maintenir en vie. La prochaine guerre ne concernerait pas seulement les navires, les territoires et les effectifs. Elle concernerait le carburant, la vitesse, l'approvisionnement et la capacité d'un État à déplacer des machines modernes assez vite, assez loin et assez longtemps pour briser l'ennemi avant que son propre système ne s'enraye. En ce sens, la Première Guerre mondiale ne fut pas seulement la dernière grande guerre impériale du Vieux Monde, elle fut aussi la Première Guerre mondiale du pétrole. Bienvenue sur l'Historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent, et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre pourquoi le pétrole avait autant d'importance, il faut remonter juste avant la guerre, lorsque le monde fonctionnait encore au charbon. Le charbon alimentait les usines, les chemins de fer, les flottes marchandes et les grands cuirassés de l'époque. La Grande-Bretagne possédait du charbon en abondance, et c'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait dominé le XIXe siècle. Mais le pétrole offrait ce que le charbon ne pouvait pas. Il contenait plus d'énergie par rapport à son poids, pouvait être chargé plus rapidement, permettait des accélérations plus vives, nécessitait moins de chauffeurs pour enfourner le combustible, et conférait aux navires de guerre une vitesse et une flexibilité opérationnelle que les flottes à charbon peinaient à égaler. Winston Churchill, en tant que premier lord de l'amirauté, a poussé la marine royale vers le pétrole, bien que la Grande-Bretagne ne possédât pas la même position nationale confortable en matière de pétrole qu'elle avait avec le charbon. Dès 1914, le Parlement a approuvé l'investissement du gouvernement dans la compagnie pétrolière anglo-persane afin de garantir l'approvisionnement de la marine, l'État britannique prenant une participation majoritaire et liant directement sa stratégie au pétrole. Ce n'était pas une question secondaire. C'était l'État admettant publiquement que l'énergie était devenue un problème de sécurité nationale, et c'est là que l'histoire la plus profonde commence. Car une fois qu'une marine, une armée ou une économie se réorganise autour d'une nouvelle source d'énergie, elle ne se contente plus d'acheter du carburant. Elle redessine sa politique étrangère, elle modifie quelles terres ont de l'importance, quelles entreprises ont de l'importance, quelles voies maritimes ont de l'importance, et quelle crise lointaine devient soudainement vitale. Un oléoduc en Perse, un terminal pétrolier près du Golfe, ou un gisement voisin pouvait désormais importer presque autant pour Londres qu'un chantier naval à Portsmouth. Le pétrole a transformé la géographie en stratégie à une vitesse industrielle. Il a rendu des endroits reculés d'une proximité alarmante. C'est l'une des règles cachées du pouvoir moderne. Les ressources ne restent pas locales une fois que les empires en deviennent dépendants. Elles deviennent politiques, puis militaires, puis morales, si un gouvernement a besoin d'un mot plus noble pour cela. Lorsque la guerre a éclaté en août 1914, l'Europe ressemblait encore, à première vue, à un continent se battant avec des chemins de fer, des chevaux, de l'artillerie et des hommes dans des uniformes qui appartenaient à un siècle précédent. Et à bien des égards, c'était le cas. Les chemins de fer dominaient toujours la mobilisation. Le transport à cheval restait essentiel. L'aviation était encore jeune. Les chars n'ont fait leur apparition sur le champ de bataille qu'en 1916. Mais sous la surface, la nature de la guerre changeait déjà. Les camions, les voitures, les chars, les sous-marins et les avions dépendaient tous de carburant à base de pétrole. La mobilité, la portée et la guerre mécanique n'étaient plus des fantasmes futuristes. Elles devenaient des réalités concrètes, désordonnées, capricieuses et gourmandes en carburant. La guerre a commencé dans un monde principalement dominé par le charbon et le rail, mais elle s'est terminée dans un monde qui avait clairement entrevu l'avenir, et cet avenir sentait le pétrole. Cela a donné aux puissances de l'entente un avantage majeur.
En contrôlant plus de 70% de la production mondiale de pétrole, l'entente détenait un atout décisif. C'est important, car les guerres ne se gagnent pas uniquement grâce à des coups de génie tactique. Elles se gagnent par des systèmes capables de continuer à alimenter les machines, à déplacer les obus, à transporter les troupes et à remplacer les pertes. Le pétrole n'a pas tout remplacé lors de la Première Guerre mondiale, mais il a de plus en plus déterminé quel camp pouvait exploiter les nouvelles formes de mobilité et quel camp était pris au piège de la pénurie. Les Alliés n'étaient pas magiquement plus intelligents. Ils étaient tout simplement mieux positionnés dans l'économie de l'énergie que la guerre moderne commençait à exiger. Et l'histoire est souvent cruelle de cette manière précise. Le camp qui a la meilleure rhétorique morale n'est pas toujours celui qui a la meilleure logistique, mais le camp avec la meilleure logistique est généralement celui qui a le privilège de rédiger les termes de la conférence de paix. La Grande-Bretagne a compris cela très tôt au Moyen-Orient. Lorsque l'Empire ottoman est entré en guerre à la fin de 1914, les dirigeants britanniques ont rapidement pénétré en Mésopotamie, l'actuel Irak. La logique affichée était brutale, protéger les précieux champs pétrolifères près de Bassora. Les forces britanniques et indiennes ont débarqué en novembre 1914 et ont capturé Bassora puis Al-Qourna. C'est important, car cela dissipe une partie de la mythologie sentimentale entourant les buts de guerre. Avant les slogans, avant les grands discours, avant que les justifications ultérieures ne s'accumulent, il y avait un calcul stratégique froid. Si le pétrole importait pour la flotte et pour l'effort de guerre dans son ensemble, alors les voies d'accès au pétrole du Golfe importaient également. Soudainement, la Mésopotamie n'était plus périphérique. Elle était connectée à la survie impériale. Dans le même temps, les puissances centrales étaient confrontées au problème inverse. L'Autriche-Hongrie avait du pétrole en Galicie, mais pas assez, et ses gisements se trouvaient dangereusement proches de la pression militaire russe. L'Empire ottoman avait du potentiel en Mésopotamie et dans la péninsule arabique, mais n'avait fait aucun effort sérieux pour développer ses ressources pétrolières avant ou pendant la guerre d'une manière qui aurait pu transformer l'équilibre des forces. La Roumanie avait une production de pétrole légèrement supérieure à celle de l'Autriche-Hongrie et avait déjà été liée à la demande allemande avant 1914, ce qui rendait la région stratégiquement explosive. La pénurie de pétrole n'a pas rendu les puissances centrales impuissantes, mais elle les a rendues vulnérables dans le seul domaine que la guerre moderne punit sans pitié, la capacité mécanique prolongée. Une pénurie de carburant signifie moins d'options, des mouvements plus lents, des campagnes plus restreintes et une plus grande dépendance à l'égard de la capture de ce que vous n'avez pas réussi à obtenir en temps de paix. Ce n'est jamais un modèle économique confortable. Cette pression contribue à expliquer pourquoi des théâtres d'opérations en apparence secondaires sont devenus si importants. Dans le Caucase, les objectifs ottomans comprenaient les champs pétrolifères de Bakou en Azerbaïdjan. L'encyclopédie britannique souligne que la capture de Bakou était l'un des objectifs stratégiques de la poussée ottomane sur ce front. Bakou était crucial, car c'était l'un des grands centres pétroliers de l'époque. Quiconque la tenait ne détenait pas seulement un territoire, il détenait un potentiel industriel. Ainsi, lorsque l'on imagine la Première Guerre mondiale uniquement à travers la boue, les tranchées et le front de l'Ouest, on passe à côté d'une vérité plus vaste. La guerre s'est étendue sur une carte énergétique émergente. La lutte pour le pétrole ne faisait pas toujours les gros titres d'une campagne, mais elle était souvent enfouie au cœur de la logique stratégique de la campagne elle-même. Sous les discours sur le prestige et la défense, se cachait une question plus froide. Qui allait alimenter les machines du nouveau siècle ? La Roumanie illustre ce point encore plus clairement. Lorsque la Roumanie est entrée en guerre aux côtés des Alliés en 1916, son pétrole est soudainement devenu un trophée et un danger. À mesure que la situation militaire se détériorait, les Roumains en retraite et leurs alliés ont détruit les infrastructures pétrolières pour en priver l'ennemi. Plus tard, après le traité de Bucarest en mai 1918, les puissances centrales ont obtenu le contrôle quasi total des champs pétrolifères et des communications de la Roumanie. Cette expression, contrôle quasi total, semble bureaucratique et inoffensive. Elle n'était ni l'un ni l'autre. En temps de guerre, le contrôle du carburant est le contrôle du rythme. Et le contrôle du rythme est souvent le contrôle de l'initiative.
Tous les camps avaient compris que même un accès partiel au pétrole pouvait prolonger la résistance, aiguiser les offensives ou du moins retarder l'effondrement. La guerre moderne apprenait en temps réel que les infrastructures énergétiques pouvaient être tout aussi stratégiques que les armées. La même logique est apparue dans des armes qui sont devenues les symboles de la guerre elles-mêmes. Les chars d'assaut sont apparus pour la première fois dans la Somme. En septembre 1916, ils étaient peu fiables, maladroits et trop peu nombreux pour décider du sort de la bataille, mais cela occulte l'essentiel. Leur existence même signalait un changement dans la logique industrielle de la guerre. Les chars étaient une réponse mécanique à l'impasse des tranchées, et les réponses mécaniques exigent du carburant, tout comme les avions, tout comme les camions à moteur acheminant le ravitaillement, là où les terminaux ferroviaires s'arrêtent. La Première Guerre mondiale restait en partie une guerre du XIXe siècle dans son organisation, mais ses percées dépendaient de plus en plus de l'énergie du XXe siècle. Le champ de bataille devenait un lieu où les barils de pétrole se traduisaient silencieusement en mobilité, en force de frappe, en reconnaissance et en endurance. On voyait pas toujours le pétrole, on voyait ce qu'il rendait possible. En 1918, le schéma était indéniable. Bakou fut occupé par les forces ottomanes en septembre, bien que brièvement, avant l'armistice ottoman fin octobre. Le pétrole de la Roumanie s'est retrouvé un temps sous l'influence des puissances centrales. La Mésopotamie s'était profondément imbriquée dans les objectifs de guerre britanniques. À l'échelle du conflit tout entier, le pétrole était passé de supplément stratégique à nécessité stratégique. Le camp capable de sécuriser, de transporter et de protéger le pétrole possédait un avantage croissant dans les dimensions les plus modernes de la guerre. Cela ne signifiait pas que le pétrole seul avait gagné le conflit. Ce serait trop simple, et l'histoire est rarement aussi courtoise. Mais cela signifie que le pétrole a aidé à déterminer quelle coalition pouvait soutenir plus efficacement la transition de la guerre industrielle à la guerre mécanisée. Le pétrole n'a pas remplacé les hommes, l'acier, la finance ou le commandement. Il les a reliés. Et c'est pourquoi l'expression « la guerre secrète pour le pétrole » prend tout son sens. Elle était secrète non pas parce que personne ne savait que le pétrole existait, bien sûr qu'il le savait. Elle était secrète parce que le pétrole se cachait souvent juste en dessous de l'explication officielle. Les gouvernements parlaient d'alliance, d'obligation, de civilisation, d'honneur national et d'équilibre des pouvoirs. Tout cela était réel. Mais en dessous se trouvait la dépendance énergétique, l'angoisse de l'approvisionnement et la prise de conscience naissante que le contrôle du carburant pouvait façonner les résultats militaires. Le public voyait des cartes et des drapeaux. Les stratèges voyaient les stations de ravitaillement en charbon céder la place aux routes du pétrole. Les concessions commerciales se transformaient en leviers géopolitiques et les entreprises privées devenir des instruments de la puissance de l'État. La relation moderne entre les gouvernements et les entreprises énergétiques n'a pas commencé à la fin du XXe siècle. La Première Guerre mondiale a contribué à la figer en doctrine. Il y a aussi eu une histoire financière ici, et elle n'est pas des moindres. Lorsque la Grande-Bretagne a pris le contrôle de la compagnie pétrolière anglo-persane en 1914, elle a brouillé la frontière entre la puissance publique et l'extraction privée. Il ne s'agissait pas simplement d'un gouvernement achetant un actif utile, c'était l'État choisissant de garantir l'accès à une matière première stratégique en s'intégrant dans une structure commerciale. Une fois que cela se produit, les marchés ne sont plus seulement des marchés, ils deviennent des extensions de la politique. Les bénéfices, les contrats, le transport maritime, la sécurité, la diplomatie et les investissements commencent tous à fusionner. L'une des plus vieilles ruses de l'histoire de l'argent et du pouvoir est de prétendre qu'une décision commerciale stratégique n'est qu'une simple affaire de prudence économique. C'est rarement le cas. C'est généralement de l'impérialisme assorti de comptabilité. Et la guerre a enseigné une leçon plus vaste qui a survécu aux empires qui la menaient. Si le pétrole pouvait contribuer à déterminer l'issue de la Première Guerre mondiale pleinement industrielle, alors l'accès au pétrole allait façonner tous les affrontements majeurs entre grandes puissances qui suivraient. Ce n'est pas une réflexion après coup. On peut presque voir le XXe siècle être rédigé à l'avance. La ruée de l'entre-deux-guerres pour la sécurité énergétique, l'importance stratégique du Moyen-Orient, l'obsession des lignes d'approvisionnement, l'ascension des champions pétroliers soutenus par l'État,
la protection militaire des voies maritimes, la vulnérabilité politique des nations dépendantes des importations, et même l'habitude moderne de donner aux conflits liés aux ressources un nom plus noble qu'ils ne le sont, tout cela était préfiguré ici. La Première Guerre mondiale n'a pas inventé la politique du pétrole, mais elle a prouvé que ce dernier n'était plus une curiosité commerciale. C'était un pilier de la souveraineté moderne. Cela devrait vous sembler familier, car la logique n'a jamais disparu. Aujourd'hui, les noms et les technologies ont changé, mais la structure est la même. Les États refondent toujours leur politique étrangère autour des ressources critiques. Les marchés paniquent toujours lorsque les goulets d'étranglement du transport maritime semblent vulnérables. Les investisseurs sous-estiment toujours à quelle vitesse une dépendance énergétique peut devenir un handicap géopolitique. Les décideurs politiques racontent toujours au public une histoire plus propre que celle qui transparaît dans les lignes budgétaires, les déploiements militaires et les subventions industrielles. Que la ressource soit le pétrole, le gaz, les terres rares, les semi-conducteurs ou l'infrastructure électrique derrière l'intelligence artificielle, le principe reste inchangé. Dès lors que votre système dépend d'une chose, vous finirez par utiliser la force pour la sécuriser, en insistant généralement sur le fait que vous ne faites que défendre la stabilité. Rien n'illustre mieux l'ordre fondé sur des règles que d'envoyer des hommes, de l'argent et des navires de guerre à l'autre bout du monde, sous prétexte que vos machines risquent autrement de cesser de fonctionner. Il y a aussi une leçon personnelle enfouie dans cette vaste leçon géopolitique. La plupart des gens pensent que les guerres se décident par le courage au front, les discours au Parlement ou le génie dans les salles de commandement. Ces éléments comptent, mais les systèmes sont souvent décidés par des contraintes plus silencieuses. Qui possède le carburant, qui a les navires, qui détient les réserves, qui peut absorber les perturbations, qui dépend d'une chaîne d'approvisionnement fragile qu'il ne contrôle pas. La même chose s'applique aux sociétés, et dans une moindre mesure, aux foyers. La véritable richesse n'est pas seulement ce que vous possédez lorsque les conditions sont calmes. C'est ce qui continue de fonctionner lorsque l'offre se resserre, que les prix flambent et que le langage politique devient étrangement théâtral. La liberté financière, au sens le plus profond, est la résilience face au système que vous ne pouvez pas contrôler. Les empires ont appris cette leçon par le biais du pétrole. Les gens ordinaires y sont généralement confrontés par l'inflation, les pénuries, les chocs énergétiques et la lente prise de conscience que le système financier est bien plus politique qu'on ne leur avait dit. On se souvient souvent de la Première Guerre mondiale comme d'une catastrophe de tranchées et d'artillerie, et à juste titre. Mais si l'on regarde de plus près, ce fut aussi un moment charnière dans l'histoire économique. Une guerre menée par des empires de l'ère du charbon s'est accélérée vers un avenir de l'ère du pétrole. La décision d'avant-guerre de la Grande-Bretagne de sécuriser le pétrole perse, la campagne en Mésopotamie, la lutte autour de la production roumaine, l'attrait stratégique de Bakou, l'émergence des chars et de l'aviation, ainsi que l'avantage des Alliés dans la production mondiale de pétrole, tout cela mène à la même conclusion. La guerre n'était pas seulement un affrontement d'armées, c'était une compétition pour la base énergétique de la puissance moderne. Et une fois que le pétrole est devenu central pour le succès militaire, il est devenu central pour la forme du siècle qui a suivi. La dernière leçon est simple et un peu troublante. Les pays qui dominent une époque sont souvent ceux qui comprennent la prochaine ressource stratégique avant que tous les autres n'y soient contraints. La Grande-Bretagne a vu que le charbon avait des limites dans une nouvelle ère de guerre mécanisée et s'est orientée, imparfaitement mais de manière décisive, vers le pétrole. D'autres ont pris du retard, ont improvisé ou ont tenté de s'emparer de ce qu'ils n'avaient pas réussi à sécuriser. Ce schéma se répète partout dans l'histoire économique. Les plus grandes erreurs financières ne consistent souvent pas à choisir le mauvais actif. Elles consistent à mal comprendre quelle dépendance devient silencieusement absolue. Au moment où le public s'en rend compte, la carte est déjà en train de changer. L'histoire ne se répète pas, mais si vous ne la comprenez pas, elle vous écrasera tout de même. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, cliquez sur s'abonner. L'histoire a les réponses. Je vais vous montrer où chercher.